Hey, chers pirates galactiques, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo et surtout pour une nouvelle année. Et oui, on a commencé de la meilleure des façons 2025 avec un épisode d'une série Star Wars en plus qu'on adore en ce moment, Skeleton Crew, au réveil du 1er janvier 2025. C'était parfait. Mais avant ça, je voulais surtout vous remercier d'avoir lancé cette chaîne avec moi en 2024, bien entendu. J'étais pas tout seul, j'étais avec Elliot et qui reviendra, qui fera des apparitions furtives. Ça sera un petit peu la surprise à chaque fois qu'Elliot viendra. Ça sera parfait. Mais en tout cas, merci encore à ceux qui ont rejoint l'aventure du coup dès le début. Et on peut le dire, ceux qui ont rejoint l'aventure en 2024 étaient vraiment les pionniers, ceux qui sont avec moi et qui m'accompagnent depuis le début. Donc merci encore à vous. Et puis pour ceux qui sont pas encore abonnés, les amis, n'hésitez pas, bonne résolution de 2025, abonnez-vous à la chaîne et qu'on puisse débattre ensemble des différents projets Star Wars qu'on aime, cet univers qu'on adore et qu'on continue à adorer. Qu'on aime certains projets, qu'on en aime moins, et ben forcément ça crée le débat et c'est pour ça que j'avais créé Parlons Star Wars et qu'on avait créé Parlons Star Wars au début. Et donc pour pouvoir débattre, je me fixe toujours 3 exigences les amis. La première, c'est bien entendu de vous dire toujours ce que je pense, pas ce qui va être orienté en fonction de ce qui va pouvoir marcher sur YouTube ou ce qui va faire éventuellement plaisir d'un côté de la fanbase, etc. Non, je vous dirai toujours honnêtement ce que je pense. La deuxième exigence, c'est bien entendu d'argumenter mon avis. C'est ce que j'essaye de faire dans toutes les vidéos. J'espère que vous le remarquez, mais j'essaye toujours d'apporter des arguments parce que même si on n'est pas d'accord du coup avec moi, au moins on peut débattre point par point, argument par argument. Et donc la troisième exigence, bien entendu, qui découle de la deuxième, c'est de respecter chaque avis. Et on le respecte d'autant plus quand il est argumenté. C'est ça que j'adore et justement dans le débat, c'est qu'on peut être en désaccord total avec quelqu'un mais avoir une discussion véritablement passionnante et j'en ai eu notamment sur la fameuse série The Acolyte qui nous a bien occupés en 2024. Donc continuons à débattre de Star Wars les amis, dans le respect toujours, mais en prenant le risque, bien entendu, d'être en désaccord, soit avec moi, soit avec d'autres en commentaire. Et donc prenez le risque les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et prenez le risque d'être en désaccord avec moi et parfois aussi en accord. Sans plus tarder, je vous donne maintenant mon avis sur l'épisode 6 de Skeleton Crew. Je vous donne d'abord les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés à l'épisode. Je m'appuie là-dessus pour vous donner mon avis global. On fera ensuite un tour du côté des idées théories qu'on peut émettre sur cet épisode 6 et sur le final qui se profile de Skeleton Crew. Et on finira avec la fameuse échelle du Jar Jar, le Jar Jaromètre, et je vous donnerai ma note à cet épisode 6. Les amis, mon avis sur l'épisode 6 de Skeleton Crew, c'est parti. Ah là là, que dire sur cet épisode 6. Écoutez, déjà j'en ai pris plein les yeux. Visuellement, je pense que vous aussi. Je le dis assez souvent depuis le début de cette saison, c'est à couper le souffle. Visuellement, c'est vraiment une claque à chaque épisode. Il y avait l'épisode 4 qui était pour moi un peu moins bon là-dessus, mais sur le reste, c'est franchement impeccable, c'est propre, c'est net, c'est absolument magnifique. On retrouve à la baguette de cet épisode une réalisatrice qu'on aime beaucoup, bien entendu, dans l'univers Star Wars, c'est Bryce Dallas Howard, qui avait déjà réalisé 3 épisodes de The Mandalorian, un épisode de The Book of Boba Fett et aussi un épisode d'une série animée, Tales of the Jedi. Et un des épisodes les plus marquants de cette série d'animé, c'est sur l'épisode qu'elle avait réalisé, était centré sur Yaddle, le personnage de Yaddle, le maître Jedi. Et c'était, pour ceux qui l'ont vu, vraiment, je pense que vous savez de quoi je parle, c'était un épisode magistral. Et si vous l'avez jamais vu, écoutez, lancez-vous les amis sur cette petite série animée. Même je sais qu'il y en a certains qui craignent un petit peu les animés, mais là en l'occurrence Tales of the Jedi et même Tales of the Empire, même si Empire est un peu moins bon selon moi, mais Tales of the Jedi, c'est des petits épisodes assez courts, il n'y a que 6 épisodes. Allez-y, lancez-vous et au moins ça vous ouvre une porte sur les séries animées Star Wars. Et cet épisode-là est tout simplement à couper le souffle. Si vous aimez la prélogie, jetez-vous dessus. Et un des aspects signatures que je trouve à la réalisation de Bryce Dallas Howard, c'est sa gestion du rythme. Vraiment que je trouve quasi parfaite, autant dans les scènes d'action que dans les temps un petit peu plus faibles où on va pouvoir avoir du dialogue et peut-être creuser un petit peu la personnalité des personnages. Je trouve que
C'est jamais trop long, jamais trop court. Il y a ce qu'il faut, il y a la place pour une hésitation, un petit temps. On va y revenir un petit peu plus tard quand je vous évoquerai un petit peu la scène finale. Je pense qu'il nous a tous un petit peu marqué. Mais c'est une des qualités clairement de cette série et qui est illustrée dans cet épisode avec Bryce Dallas Howard. Alors c'est marrant parce que effectivement il y a plusieurs réalisateurs différents, donc on peut se dire ils ont tous un rythme différent qu'ils veulent imprimer. Peut-être que c'est très bien encadré par les showrunners. Mais je trouve que c'est assez uniforme quand même depuis le début de la saison 1 de Skeleton Crew. Le rythme est très bon, ça va vite. Et là, c'était encore parfait, même pour un épisode de transition un petit peu plus lent, où il va pas se passer non plus énormément de choses. Mais je trouve que le rythme de cet épisode est encore très bon, en tout cas dans la réalisation. On a également des plans qui sont très très beaux de la part de Bryce Dallas Howard, notamment un qui m'a fait beaucoup rire, mais la sortie de la trappe de Jod ou Silvo, appelez-le comme vous voulez, qui a mis tout ce qu'il a pu trouver dans le coffre avec les colliers en or, les bagues, etc. etc. Ça, j'ai trouvé ça très beau et très drôle. Ensuite, on a la montée de l'échelle qui est assez spectaculaire de Fern et de Neil. Ou aussi là c'est très beau avec ce décor de neige et de montagne en arrière-plan, c'est très 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 joli. On a le fameux plan du Master Crab, je l'ai appelé comme ça, mais du crabe un petit peu géant, qui est très beau, avec une belle échelle par rapport aux enfants, qui le rend vraiment, vraiment gigantesque. Et puis bien entendu cette scène finale, avec la scène du vaisseau, et on y reviendra un petit peu plus tard en détail. Et autre aspect que je trouve très très bon dans la réalisation de Bryce Dallas Howard, c'est la direction des acteurs, parce que là, véritablement, sur cet épisode, je trouve que le jeu d'acteur se révèle un petit peu. Je trouvais les enfants assez bons jusqu'à présent, mais là, dans cet épisode, je les trouve vraiment excellents. Notamment le personnage de KB, l'actrice qui joue KB. On va y revenir, hein, je vous en parlerai un petit peu plus des enfants et du jeu d'acteur, des acteurs qui incarnent les différents personnages. Mais forcément, la réalisatrice, elle a son mot à dire, elle doit les guider, encore plus quand c'est des enfants qui jouent. Donc, on sent qu'elle a fait un travail vraiment très très bon avec eux, parce que il y a du texte, il y a un petit peu de dialogue par rapport à d'autres épisodes qui étaient plus tournés vers l'action. Et j'ai trouvé ça très très bon, donc forcément elle a sa part de responsabilité là-dedans, et donc on la remercie parce que je trouve ça très bon. J'ai l'impression un petit peu de me répéter chaque semaine, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement c'est quand même à couper le souffle. Les effets spéciaux sont incroyables, autant en CGI, tout ce qui va être vaisseau, là on a bien entendu le crabe. Faut que je vois d'ailleurs s'il n'y a pas des parts de practical dans le crabe, dans le maxi crabe. Mais oui, effectivement, je trouve ça super bien fait. Mais dans les effets en practical aussi, que je trouve vraiment super. Par exemple là, le casque cérébral de KB, il est incroyable. Je trouve que c'est super super bien fait. On a aussi toute la clique de pirates de Brutus. Il y en a pas un qui est en CGI, c'est que des masques, des animatroniques, etc. Je trouve ça parfait. Bien entendu, Brutus, Vane, mais les autres aussi, ils sont super super bien faits. Et je le répète pas à chaque fois, mais Neil aussi, c'est une claque. J'avais insisté dessus sur les 2 premiers épisodes parce que ça m'avait choqué. Mais là, encore une fois, c'est des petits plans. Là, il est pas au centre de l'épisode, mais c'est des petits plans sur lui où vraiment, je trouve ça parfait. C'est du practical, en même temps tu sens qu'il y a un petit peu de CGI dessus. C'est juste ce qu'il faut et c'est une claque. Visuellement, là, on retrouve Star Wars, le Star Wars des grandes heures, le Lucasfilm des grandes heures. Et effectivement, c'est génial. Et ce qui va réunir toutes les qualités que je viens de vous exposer, c'est bien entendu la scène finale, où on a un rythme absolument magnifique, on a de la vitesse, parce que oui, il se passe plein de choses. KB qui part tout de suite du côté du moteur, Wim qui part dans la tourelle pour essayer de faire exploser l'incinérateur. De l'autre côté, on a Neil et Fern qui restent au poste de pilotage. Et puis, à un moment, on a des petits moments en suspension, d'hésitation, la prise de décision de Fern de faire exploser ou non la coque. Voilà, c'est parfait, des plans sur les regards, un petit plan sur Neil qui lui fait un petit regard de « Allez, de toute façon, on n'a plus que ça à tenter, sinon on est cuit ». Voilà, je trouve que c'est parfait, avec des effets spéciaux qui sont incroyables, tout simplement au moment de l'explosion de la coque du Onyx Cinder et du coup le vaisseau qui fait sa mue un petit peu comme un serpent et qui va nous faire découvrir un nouveau vaisseau peut-être plus adapté aux enfants. On va voir, je l'ai pas très bien vu, c'est un petit peu dans l'obscurité, j'ai hâte de le découvrir véritablement ce vaisseau. Mais oui, cette scène-là est incroyable visuellement et en plus de ça, elle est accompagnée d'une musique absolument parfaite qui
encore une fois, est pas trop forte, qui prend pas le pas sur l'action, qui est un peu moins iconique selon moi que bien entendu le travail de John Williams dans la saga, mais qui reste quand même parfaitement adaptée à ce qui se passe, aux événements, et qui va rajouter ce sentiment de stress justement, et cet élan de courage qui a pu y avoir par exemple dans l'esprit de Fern au moment d'appuyer sur le bouton pour faire exploser la coque. Moi ça m'a mis un petit peu les frissons, j'avoue, et c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Donc non, visuellement en tout cas sur la forme, cet épisode c'est quasi un sans faute. Autre point que j'ai adoré dans cet épisode, c'est l'attachement qu'on va encore renforcer. Moi, c'était déjà le cas, j'étais déjà attaché à ces personnages, je trouvais qu'on les développait assez bien dans les 5 premiers épisodes. Mais là, il y a encore plus de profondeur. Chaque épisode vraiment nous amène des éléments, c'est sans cesse, et c'est ça que j'adore, c'est pas mis de côté. On a de l'action quand même, hein, on s'embête pas, mais on a ces personnages qui sont creusés, qui sont pas juste des archétypes, quoi. Et là, en l'occurrence, on a le personnage de KB. Alors, je vous l'avais dit dans les premières reviews que je vous avais faites. Effectivement, c'est le personnage que je voulais qu'on creuse un petit peu, parce que qui paraissait déjà timide de base, qui parlait pas beaucoup. Ensuite, on la voyait tout déchirée, mais on l'avait pas, d'un point de vue psychologique, on n'avait pas véritablement cerné sa personnalité. Et là, on la voit en faiblesse justement, en position de faiblesse, et on va développer énormément d'empathie pour elle, parce qu'on comprend que petite mère, elle a connu un accident, comme elle dit, donc qu'on suppose cérébral, que c'est justement ce casque-là qui lui permet de continuer à vivre un petit peu normalement. Mais comme elle le dit, c'est pas tout à fait une vie normale, et donc je trouve aussi bien dans le jeu d'acteur de l'actrice qui s'appelle Kyriana Crater que dans l'écriture qui est faite du personnage, je trouve que c'est très bon, très bon, sincèrement. Ça lui apporte une dimension beaucoup plus profonde, et c'est parfait, même dans une série comme ça destinée à un public enfant. On reste pas en surface, et ça fait plaisir. Et Wim aussi, qui est très touchant avec elle, en essayant justement de la réparer, en ayant le stress de bien réussir à faire tout ce qui doit être fait pour pouvoir la sauver. En même temps, ce côté naïf, candide que développe depuis le début le personnage de Wim, et qui est bien interprété par l'acteur Ravi Cabot-Conyers, je trouve que c'est parfait aussi. Forcément, un enfant va être naturellement plus naïf et candide, c'est sûr, mais je trouve qu'il le joue très bien, parce qu'on voit la différence d'âge qu'il peut y avoir entre KB et Fern, et Wim et Neil de leur côté, et donc on la sent, c'est bien interprété, je trouve, c'est bien joué, même en VF ça passe très bien. Et cette scène de tension au final entre KB et Wim, oui, est-ce qu'il va bien réussir à la sauver? Moi personnellement, j'ai eu aussi, alors on se doute qu'elle va pas nous claquer entre les doigts comme ça, mais il y a eu un petit moment de stress, un petit moment de tension, qui est aussi bien renforcé et par la réalisation et par la musique. Et donc, non, c'est jeu d'acteur, visuel, musique, réalisation, rythme, tout y est pour qu'on s'attache au personnage. La relation aussi entre KB et Fern, qui va être mise un petit peu à l'épreuve dans cet épisode, je trouve que c'est aussi très bien. Au-delà de développer des personnages, on développe aussi des relations de personnages, et c'est ça qui est super. C'est qu'on sent qu'elles sont amies, mais que oui, il y en a une qui prend le lead naturellement, une qui est plus dans l'ombre, et donc du coup, forcément, ça crée quand même des situations, et tout du moins une relation un petit peu particulière. Et donc là, on va creuser ça. Sincèrement, on s'attendait pas forcément à ça dans un épisode d'une série comme ça destinée aux enfants. Donc non, c'est encore une fois génial. Et en plus de cela, ça nous ramène à des sentiments au final très humains. C'est un peu ça Star Wars, c'est-à-dire que oui, on va parler de choses qui se passent il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, oui, mais ça va parler aussi de nous et des relations qu'on peut avoir. Et je trouve que là, cette série-là marche vraiment bien comparée à d'autres séries. Je trouve que c'est le Star Wars pour le moment, c'est ce que je disais, le plus universel, ce qui me fait penser le plus au film quand même, c'est-à-dire en termes d'esprit.
je trouve que c'est ça qui est insufflé par cette série. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et ce qui témoigne tout simplement de l'attachement que j'ai pu développer en tout cas au personnage, c'est les sourires un petit peu inconscients, automatiques que je peux avoir sur des scènes comme oui, quand Wim dit à KB mais nous on te laissera jamais tomber avec Neil, ça développe en plus une nouvelle amitié un petit peu, parce qu'il n'y avait pas forcément d'amitié et de connexion entre KB, Wim et Neil. Là en l'occurrence il y en a une, on sent que ça lui fait plaisir. Ensuite, elle va le remercier en disant merci Jedi, et on voit Wim qui est avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et nous aussi, on est content, on le sent heureux et on est content. Et puis ensuite, ce plan de câlin de groupe. Oui, on n'a qu'une envie, franchement, c'est de les aimer. En tout cas, on est très attaché à eux. Et donc, on espère qu'il va rien se passer de trop grave pour eux sur cette fin de saison 1 de Skeleton Crew. Et même, on a envie de voir un petit peu le développement des personnages, chacun dans leur personnalité, mais aussi de l'unité de ce groupe-là. Et donc, comme je vous disais, effectivement, je trouve que tout ça est renforcé par, bien entendu, des jeux d'acteurs de tous les enfants, même de Neil. Ça se voit un petit peu moins, parce que forcément il est dans un costume, mais le côté humour on l'a, et on sent que c'est un enfant qui a cette capacité-là en tout cas. Mais oui, ils sont tous très bons. Moi je trouve que c'est les meilleurs enfants pour le moment qu'on ait eu dans l'univers Star Wars en termes de jeu, j'entends. Il y avait la petite Leia, Vivienne Lyra Blair, que j'aimais beaucoup aussi dans Obi-Wan. Je la trouvais parfaite. Après, il y a des petits défauts d'écriture, de réalisation, etc. Mais ça, c'était pas dû à son jeu. Mais oui, non, là, clairement, je les trouve top. Et dernier gros point positif que j'ai trouvé à cet épisode, c'est le lore des pirates qui est un petit peu agrandi et développé. Là, même si c'est une scène qui, je pense, aurait dû durer un petit peu plus longtemps, pas forcément cette scène-là, mais en tout cas on aurait dû rester du côté des pirates un petit peu plus longtemps dans cet épisode. Le fait que ce ne soit plus une masse informe, les pirates où on en reconnaît vaguement un ou deux, on a Brutus, on a Gunther, etc. Vane, parce que oui, il était apparu dans Mandalorian, mais honnêtement, jusqu'à présent, c'était pas très creusé. Là, on commence à avoir des individualités qui se créent, donc c'est plus cette masse justement informe du groupe des pirates, de la bande des pirates, et donc ça va permettre justement de créer de nouvelles relations, notamment celle qui nous intéresse, c'est celle et toutes les connexions avec le capitaine Silvo. Et oui, on sent que chaque personnage a un background propre, ça peut être juste sur une petite phrase, etc. Donc c'est plutôt bien écrit, mais aussi qui a un background et un passif avec leur ancien capitaine. Donc là, dans les pirates qu'on a identifiés et qui ont des interactions avec Jude Law, il y a Brutus bien entendu, il y a aussi Vane et Gunther qu'on avait pu voir, mais on découvre un peu plus certains personnages, comme par exemple celui de Chelt, qui on le sent a clairement de l'empathie pour son ancien capitaine au moment où Brutus dit qu'il va être condamné à mort. On sent que ça lui fait pas plaisir, on voit même que Jodna lui jette un petit coup d'œil, donc on suppose que c'est plutôt une fidèle. On la voit d'ailleurs en début d'épisode 1 où elle est vraiment à côté de lui. On a aussi Gunther justement qui était à côté de lui au début de cet épisode 1, mais lui, on avait l'impression plutôt que c'était le numéro 2 de Brutus là actuellement. Il est là d'ailleurs, c'est lui qui le capture et qui vient le capturer sur la planète du Spa en début d'épisode. On a Vane bien entendu qui encore une fois se fait remarquer en étant avide de crédit, mais ça c'est pas une surprise. Et il est fait mention aussi de deux autres personnages, un Quarren qui s'appelle Glerb, et où justement Jodna commence par l'appeler mon ami. On suppose, il est en train de jouer sur une corde sensible vis-à-vis de lui, donc on suppose qu'ils sont assez proches. Et aussi le personnage de Kona qui a l'air d'être une guerrière ultra puissante et qui justement, Jodna lui dit je sais que je t'ai beaucoup déçu, mais viens avec moi, fais-moi confiance. Et elle repart tout de suite aussi de son côté. Elle lui dit ok, allons-y. Donc on sent que voilà, il y a une connexion, que le lore est développé, et en plus de ça, accompagné de tout ce qui va être code des pirates, le code d'honneur des pirates, etc. Le sablier là qui est très stylé, le sablier en plasma qui fait vraiment aussi cet esprit pirate. Et en plus de ça, on a le droit à une fameuse chanson. Alors là, vraiment, je me serais cru sur un bateau pirate, vraiment où ils commencent tous à chanter justement les louanges de Hat-Hatin et du trésor magnifique qui s'y trouverait. Ça,
Moi j'adore, après c'est un esprit, là on est clairement dans l'esprit enfantin, pirate, etc. Mais moi personnellement j'adore, donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si ça marche pas pour vous. En tout cas moi ça marche sur moi. On reviendra sur le personnage de Jude Law et sur les pirates en partie théorie, on se posera quelques questions à leur sujet. Mais maintenant évoquons ensemble les points négatifs que j'ai pu trouver à l'épisode, où effectivement on peut dire qu'en apparence l'épisode paraît un peu vide. Alors je dis en apparence parce qu'à mon avis, c'est à nuancer quand même, et je reviendrai un petit peu sur mon avis global, mais effectivement, quand on sort de l'épisode 5 avec tout ce qui s'est passé, la débauche d'action qu'on peut avoir, mais même tout simplement la durée de l'épisode, et là, avec cet épisode 6, on peut trouver effectivement que c'est un petit peu décevant parce qu'il se passe moins de choses. Au final, on a une scène d'action finale et un dialogue très intéressant, mais qui reste un seul dialogue entre Wim et KB. On sent clairement trop, à mon goût, que c'est un épisode de transition qui va nous préparer à l'arc final et donc aux 2 derniers épisodes. Là, ça y est, tout est un petit peu en place maintenant pour qu'on puisse arriver à 7 et 8, mais je trouve que ça se fait trop sentir que c'est un épisode de transition. Et c'est pas normal, normalement dans une série voilà, parfaite, très efficace, on doit pas le sentir, ça doit être assez progressif. Il doit pas y avoir autant de disparités. Alors là, il n'y a pas de disparité de qualité visuelle, etc. Mais trop de différences d'écart, par exemple, de durée d'épisode. Voilà, je trouve que ça, c'est quand même assez problématique avec les séries Star Wars. Et ben là, ça se fait ressentir aussi dans cet épisode 6 de Skeleton Crew. Et donc, bien sûr que cet épisode est trop court. Il est trop court. On aurait dû avoir, à mon avis, pour ne pas avoir ce sentiment-là de déception par rapport à l'épisode 5. Alors, déception toute mesurée. Encore une fois, j'ai bien aimé cet épisode. Mais le fait qu'il soit plus court, il y aurait pu tout simplement avoir une scène un petit peu plus longue avec les pirates, ou tout du moins pas la même scène, mais une autre scène avec les pirates où on aurait pu voir par exemple SM ou SM-33. Est-ce qu'il est dans le Onyx Cinder avec les enfants et on le sait pas? Est-ce qu'il est capturé aussi et il est avec les pirates et il va peut-être aider Jodna à s'échapper? On n'en sait rien, mais on aurait pu avoir ça et je pense que ça aurait changé quand même la dimension de l'épisode. Il aurait pu y avoir justement un peu plus d'action de ce côté-là, et avoir une scène en milieu d'épisode qui nous aurait remis un petit coup d'élan et aurait fait gagner, je sais pas, 10-15 minutes de qualité à l'épisode. Malheureusement, ça n'a pas été fait. 15 minutes, j'exagère, mais rajoutons 10 minutes. Franchement, je pense qu'il y avait le potentiel pour le faire. En plus, Bryce Dallas Howard l'aurait très bien fait. C'est un petit peu dommage par rapport à ça, étant donné que je juge pas uniquement la qualité de la série, je le ferai dans l'avis ultime que je vous ferai en fin de saison 1, mais sur cet épisode-là particulier, je trouve que ça a manqué malheureusement. Et j'ai pointé aussi, histoire de pinailler un petit peu, des petites facilités scénaristiques, notamment le fait qu'ils se séparent en deux, avec 2 groupes, et donc KB et Fern se séparent parce qu'effectivement elles n'ont pas le même plan, parce que KB a tout simplement l'impossibilité de partir. Je trouve que ça c'est assez bien fait au final dans l'épisode, on comprend pourquoi elles se séparent. Par contre la séparation entre Wim et Neil, bon, jusqu'à présent Neil était toujours avec Wim, Wim toujours avec Neil, ils avaient toujours envie de rester ensemble. Bon là c'est un petit peu plus artificiel, on sent, pour les besoins de l'épisode. Et autre facilité que je trouve un petit peu dommage pour le coup au niveau de l'écriture, c'est qu'ils se rendent compte trop rapidement que les X-Wing sont les gentils du coup. Parce que donc on voit juste, ils voient des pirates en fait se faire pourchasser par les X-Wing et tout de suite connexion. Ah bah attends, s'ils sont contre les pirates, ça veut dire qu'ils sont gentils, etc., etc. C'est dommage, ça aurait pu être une résolution qui aurait pu arriver justement en fin de saison, même à l'épisode 8, où justement ils se rendent compte au final qu'ils sont cachés sur Atatine pour je ne sais quelle raison, peut-être de mauvaises raisons. Ils sont cachés aux yeux de la Nouvelle République et donc du coup ça aurait pu donner encore plus de dimension au fait qu'ils découvrent justement que la Nouvelle République est véritablement gentille et avec de bonnes intentions. Ils auraient même pu se servir de ce quiproquo-là avec, encore une fois, Jodna, qui pourrait s'en servir contre eux ou avec eux, j'en sais rien. Bref, je trouve que c'est un petit peu dommage, ça se fait en 2 minutes. Ils nous ont fait justement ce jeu de... Non, on sait pas, on pense que c'est des méchants, etc., etc. Et au final, pour résoudre ça de façon très rapide et pas super bien écrite, donc bon... C'était un petit détail, mais que je trouve pas tip top. Pour vous résumer mon avis global, vous l'avez compris, j'ai beaucoup apprécié bien entendu cet épisode, parce qu'il est sur la forme,
impeccable, visuellement magnifique, un rythme génial, donc la musique top aussi, donc vraiment c'était vraiment agréable à regarder. Après, sur le fond, effectivement, en apparence, il paraît un peu creux cet épisode, surtout par rapport à d'autres. Mais bon, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même cette scène assez importante où on va en découvrir un petit peu plus sur KB. On a cette scène finale qui, bien entendu, avec la mue du Onyx Cinder, les choses, mine de rien, avancent et changent un petit peu. On n'en est pas au même point à la fin de l'épisode qu'au début, c'est une certitude. On creuse aussi le lore des pirates et maintenant, ça y est, tout est réuni pour se retrouver, j'ai envie de dire, sur Atatine, les enfants d'un côté, les pirates de l'autre. Mais effectivement, de toute façon, la durée de l'épisode condamne à la frustration, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, ils se tirent une balle dans le pied, en fait, ils s'en rendent peut-être pas compte. Et il faut pas remplir pour faire du remplissage, encore une fois, il faut faire de la qualité et en même temps un peu de quantité. C'est-à-dire que il faut faire des épisodes de 45 minutes de façon assez constante. C'est pas normal d'avoir autant de disparités entre les épisodes, c'est vraiment dommage. Et ça handicape forcément cet épisode en soi. Effectivement, si on binge-watch la série, je pense que ça va, on serait même plus à même tous ensemble d'accepter qu'il y ait un épisode plus court. De toute façon, il y a un autre épisode qui arrive. Tant que le récit se tient et est bon, voilà, c'est génial. Mais étant donné qu'ils ont une forme de sortie d'épisode par semaine, forcément, quand un épisode court, ils sont condamnés à prendre des critiques dans la tête, Lucasfilm et Disney. C'est obligatoire. Après, le fait que ça nous paraisse court, c'est aussi dû au fait qu'on a apprécié l'épisode aussi. Donc bon, l'esprit général, c'est que j'ai quand même beaucoup apprécié l'épisode. Mais bon, il y a quelques petits bémols, forcément. Et comme je vous le disais, maintenant tout est en place au niveau de l'arc final de cette série Skeleton Crew, ou tout du moins de la saison 1. Et donc j'ai hâte d'avoir toutes les résolutions possibles, notamment qu'on retrouve Atatine et pourquoi est-elle cachée, comment ça fonctionne un petit peu cette planète. Et aussi que va faire Jod, bien entendu. Là j'ai hâte d'avoir la réponse. Est-ce qu'il va trahir les pirates, trahir les enfants, faire un petit peu des deux? Je vous propose qu'on se pose cette question en partie théorie. On a déjà exposé pas mal de théories dans les autres vidéos, donc on va juste se poser rapidement cette petite question. Mais qu'est-ce que va faire Jod? Là, actuellement, il est bloqué, clairement, il n'avait pas d'autre choix que d'essayer de sauver sa peau à très court terme, en les appâtant avec l'appât du gain justement et cette appétence pour le trésor de Atatine. Donc on sent qu'il a quelques appuis, qu'il pourrait avoir quelques appuis au sein du groupe de pirates de Brutus. Donc est-ce qu'il va en essayer de retourner certains pour justement créer une mutinerie face à Brutus par exemple? Ça pourrait être super intéressant d'avoir plusieurs scènes d'action et notamment entre la Nouvelle République et les pirates, mais entre pirates eux-mêmes, avec des pirates gentils, des pirates méchants, ça pourrait être très sympa. Des pirates qui pourraient notamment aider les enfants et puis peut-être avoir un gain quelque part substantiel derrière et décrocher le jackpot, avoir le trésor et puis repartir pour de nouvelles aventures. À mon avis, ça pourrait être bien comme fin. De toute façon, le personnage de Jodna et donc le personnage de Jude Law, peu importe comment il s'appelle, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est dans la veine, pour ceux qui ont vu Rebels, de personnages comme Hondo Ohnaka ou Vizago, ou même Lando dans Rebels, qui en fait sont du bon côté, mais vont pas hésiter, par égoïsme, pour leur propre intérêt, mettre les autres dans la difficulté, les alliés, etc. Et là, en l'occurrence, peut-être les enfants aussi. Mais bon, ils sont du bon côté. Ça serait tellement décevant qu'au final Jude Law soit un méchant et qu'il trahisse complètement les enfants. J'y crois pas. Je pense qu'il va redevenir gentil et qu'il va revenir du bon côté et aider les enfants, je ne sais pas comment. Et puis maintenant, à savoir, est-ce qu'il va aller jusqu'au sacrifice, par exemple, du trésor? Il va aider les enfants en perdant le trésor? Ou est-ce qu'il va avoir le beurre et l'argent du beurre, j'ai envie de dire, aider les enfants et pouvoir partir avec le trésor? Ça pourrait être aussi très intéressant. Donc bref, voilà, je pense qu'il peut y avoir une scission clairement entre les pirates, qu'il y ait du coup cette mutinerie que je vous disais, et on voit à peu près les camps qui pourraient se dessiner, avec bien sûr Brutus d'un côté et Jodna de l'autre.
On a Gunther, je pense, qui serait plus enclin à rester du côté de Brutus. Vayne, n'en parlons pas, à mon avis, du côté de Brutus. Et de l'autre côté, on a les personnages qu'on a vus dans cet épisode, comme Chelt, Glerb et Kona. Et puis, bien sûr, il va y en avoir d'autres, mais ça pourrait être très sympa, ces histoires de trahison, de capitaine, etc. Et qu'il y ait un vrai affrontement, peut-être une vraie scène d'action finale entre Brutus et Jodna. Ça serait très, très intéressant. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment va se résoudre un petit peu cette affaire-là? Et est-ce que vous pensez surtout que Jodna va trahir véritablement les enfants? Ou est-ce qu'on va pouvoir compter dessus pour la résolution de ce mystère et aider les enfants à retrouver leur vie plus paisible, en tout cas, sur Atatine? Allons voir maintenant notre ami Jar Jar pour donner une note à cet épisode 6. Vous le savez, une note sur 5. Il n'y a pas de virgule, comme ça on est obligé de trancher. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et quelle note vous lui mettriez. Mais là, je lui mettrais un bon 3 sur 5. Je mets pas 4 sur 5, c'est la note que j'avais mis à l'épisode 5. Mais là, en l'occurrence, bon, je trouve que c'est un peu en dessous, mais il se passe quand même des choses assez intéressantes, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment. Alors, c'est la même note que pour l'épisode 4, que j'avais trouvé vraiment un petit peu en dessous. Je trouve cet épisode 6 au-dessus de l'épisode 4, clairement. Néanmoins, bon, voilà, il se passe pas non plus grand-chose. Et de toute façon, le fait que l'épisode soit trop court fait que je peux pas mettre plus. On va rester sur un 3 sur 5, au-dessus de la moyenne. C'était techniquement parfait, mais il aurait pu se passer plus de choses. Les amis, merci encore de suivre cette aventure Skeleton Crew avec moi, que ce soit dans les vidéos réactions qui sortent le mercredi, jour de sortie de l'épisode, ou le vendredi pour ma vidéo avis. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, ça lui donne un petit peu plus de visibilité, ça m'aide beaucoup, donc si jamais vous appréciez ce que je fais, mettez ce petit pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, les amis, abonnez-vous à la chaîne Parlons Star Wars, faites partie de cet équipage et qu'on puisse débattre ensemble en commentaire. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 6, qu'on puisse débattre ensemble et me donner vos théories sur les différentes résolutions de mystères qu'il peut y avoir dans les 2 épisodes finaux. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mercredi prochain pour la vidéo réaction à l'épisode 7. Et d'ici là, les amis, que la force soit avec vous. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.